vous en prie. Merci à vous. Alors, pour commencer, aujourd'hui, la France connaît une mobilisation sociale massive, à savoir grève, manifestations et paralysie de secteurs stratégiques. Bédis, comment expliquer que le pays en soit arrivé à ce point de tension sociale et politique et quelles sont les causes profondes de ce mécontentement? Tout d'abord, il faut souligner un point fondamental qui est celui de l'approche elle-même politique du gouvernement et des responsables politiques depuis quelques années déjà. Euh, cette politique du déni, cette politique de l'autruche, cette politique de la fuite en avant, cette politique, je dirais même, qui est aux antipodes des valeurs démocratiques universelles, que d'ailleurs, vous faites bien de le dire dans votre reportage, la France, berceau notamment des droits humains. Aujourd'hui, on voit bien qu'ils sont bafoués, on voit bien qu'ils sont occultés, ils sont annihilés, ils sont tout simplement, je dirais, supprimés. Euh, Bien évidemment, aujourd'hui, c'est la résultante, la conséquence, notamment de toute cette approche qui était complètement désuète, mais obsolète et inadaptée. Moi, j'irai plus loin. Et d'ailleurs, c'est aussi le problème de cette classe politique française aujourd'hui, y compris les responsables, y compris les gouvernants, les chefs de gouvernement qui se sont succédés. Je rappelle que la France traverse un cycle politique inédit, hein, cinq premiers ministres en 2 ans. C'est pour vous dire effectivement qu'il y a une instabilité politique en haut lieu, en haute sphère, mais surtout qu'il y a une classe politique qui a du mal à appeler les choses par leur nom. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous faisons simplement, en tout cas la France, elle fait face à une espèce de essoufflement de cette Ve République, un essoufflement de son modèle politique, social et sociétal. Euh, J'en veux pour preuve, effectivement, aujourd'hui, nous avons des mécanismes institutionnels qui sont basés ou fondés ou pensés même sur la verticalité gaullienne, qui affrontent ou qui font face aujourd'hui à une mutation qui est celle à une fragmentation politique, sociale et sociétale. Et de mon point de vue, il y a lieu à réinventer justement cette approche. Et c'est ce qui donne aujourd'hui, je dirais, cet obstacle, ce nœud gordien notamment, qui consiste en affrontement entre une classe sociale populaire, le citoyen tout simplement, qui a perdu toute confiance envers les gouvernants, qui a perdu toute confiance envers les institutions. J'irai plus loin aussi et je dis qu'aujourd'hui, la France fait face à une crise de régime, à une crise de confiance, une Mhm. perte de confiance entre les gouvernants et les gouvernés, à une crise systémique, effectivement, peut-être préméditée. Parce que, vous savez, aujourd'hui, les marches et les manifestations en série se répètent, même si aujourd'hui elles ont pris une certaine intensité beaucoup plus importante. On a en mémoire les Gilets jaunes au début du mandat d'Emmanuel Macron, c'est pour dire qu'effectivement, cette instabilité perdure, mais elle perdure parce qu'effectivement, il n'y a pas de relais démocratique, il n'y a pas de représentation démocratique, il n'y a pas de légitimité parlementaire, tout simplement. Le gouvernement aujourd'hui, les gouvernements qui sont succédés n'ont jamais reflété, ne serait-ce que les urnes notamment et les élections législatives. Donc il y a cet affront politique prémédité, orchestré, caractérisé aujourd'hui, puisqu'on le voit, face à une population démunie. J'ai entendu effectivement vos reportages illustrent bien structurés, illustrent bien la réalité des choses aujourd'hui. C'est que le citoyen s'adonne à toutes les supputations, à toutes les interprétations, y compris un ministre de guerre, ministre des Armées qui devient Mhm. Premier ministre pour peut-être avoir un certain entêtement, un continuum d'entêtement. Et d'ailleurs, beaucoup voient en le cornu un Emmanuel Macron bis à Matignon, un Emmanuel Macron bis comme Premier ministre. Donc, c'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, la France est sur un volcan, la France marche sur une crête, la France aujourd'hui est à la croisée des chemins. La France aujourd'hui doit effectivement entendre la rue, doit entendre résolument et intelligemment et d'une manière pragmatique cette rue qui, encore une fois, on en a assez, puisque les points de départ, au-delà de la politique d'austérité, qui, elle, plutôt, je dirais, récente, hein, notamment avec cet équilibrage budgétaire voulu par Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, là, j'ouvre une petite parenthèse si vous me permettez. Vas-y. Finalement, quoi qu'il en coûte, la politique du quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron, aujourd'hui a un prix, et ce prix, c'est peut-être l'embrasement de la France. Très bien. Badis, aujourd'hui, on parle de paralysie de secteurs stratégiques. Je citerai notamment les transports, les hôpitaux, mais également les pharmacies, entre autres. Pouvez-vous nous décrire peut-être l'ampleur réelle de ce mouvement et ses répercussions sur la vie quotidienne des Français et des résidents étrangers? Alors, d'abord, sur les citoyens français, ou c'est les citoyens lambda, hein, parce que tous résident sur le même territoire et tous sont impactés par effectivement cette paralysie. Vous faites bien de la définir ainsi, puisque c'est ça dont il est question. Aujourd'hui, nous avons un État, nous avons des mécaniques administratives, nous avons en fait une architecture politique qui est à l'arrêt. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ce qui est voulu par
bloquons tout ce mouvement qui se veut être représentant ou représentatif notamment des demandes latentes du peuple français et qui veut effectivement, je dirais, instaurer un rapport de force, en tout cas de leur point de vue, ils conçoivent qu'effectivement, seul un rapport de force, seul peut-être aussi malheureusement des fois un langage de force et de violence, puisque nous avons beaucoup de mouvements qui s'immiscent dans ce mouvement, notamment de contestataires, pour effectivement peut-être altérer, obstruer le message, je dirais, de ce mouvement. Et d'ailleurs, là aussi, j'ouvre une parenthèse qui, de mon point de vue, reflète bien ce déni, cette politique de déni, y compris par les médias français. C'est qu'aujourd'hui, vous n'avez aucun envoyé spécial, je dis bien aucun, des médias français, y compris le service public, qui est notamment sur place, qui ne reflète ou qui ne souligne pas la présence d'un drapeau palestinien. Pourquoi? Je m'explique. En fait, c'est une espèce d'interprétation pernicieuse de la part de ces médias pour dire qu'effectivement, ces mouvements sont instrumentalisés, ces mouvements sont orientés par une idéologie qui n'est pas la nôtre. Et effectivement, la main étrangère s'immisce. Et d'ailleurs, il me semble l'avoir entendu effectivement par le ministre de l'Intérieur sur certains actes islamophobes. On pourra en parler par la suite. Donc, vous voyez bien qu'il y a une espèce de politique de fuite en avant qui ne daigne pas de s'attarder sur les vraies problématiques sociales, sociétales, sur les vraies problématiques d'une société civile en quête, notamment, je dirais, en quête de repères, tout simplement, en quête de rapports, de respect mutuel, notamment, en quête de représentativité démocratique, notamment au sein du Parlement, mais au sein aussi du gouvernement, pour qu'il incarne effectivement cette demande, encore une fois, latente. Donc, vous voyez bien qu'effectivement, il y a une paralysie, il y a un statu quo, il y a une crise de régime, une crise politique, une crise de confiance qui aujourd'hui, bien évidemment, impacte, vous faites bien de le souligner, le quotidien des Français. C'est des journées noires, hein. D'ailleurs, on les appelle des journées noires pour la bonne et simple raison qu'effectivement, vous avez tout un État avec ses rouages administratifs, avec sa mécanique à l'arrêt. Donc hier, c'était effectivement la fermeture des magasins, la fermeture des pharmacies, y compris des pharmacies d'urgence. Donc vous voyez bien que le service aussi public, notamment les hôpitaux, qui travaillaient à un flux minimal. Donc vous voyez bien qu'effectivement, et c'est ce que veulent d'ailleurs les initiateurs de ce mouvement, c'est de vouloir je dirais, instaurer un rapport de force pour se faire écouter. Et c'est malheureux de voir aujourd'hui qu'effectivement, on arrivait là, parfois même par des actes de violence, pour se faire entendre dans un pays qui se dit démocratique et qui répand la bonne parole démocratique dans certains pays en donnant des leçons condescendantes. Très bien. Dans le reportage signé Amina Koubé, comme nous l'avons suivi, en s'exprimant, Mathilde Panot a souligné, et elle s'est exprimée à propos de l'énième provocation de Bruno Retailleau, un ministre démissionnaire qui déploie aujourd'hui, ou qui prend la décision de déployer près de 80 000 policiers, c'est-à-dire un effectif sécuritaire très important, sachant qu'il est ministre démissionnaire. Tout à fait, c'est tout le paradoxe d'ailleurs. Et puis, on peut l'évoquer, c'est Bruno Retailleau. Bruno Retailleau, toujours cette frustration, qui plus aujourd'hui comme ministre démissionnaire, qui n'est pas assuré de garder son portefeuille ministériel, se voit effectivement le porte-voix, le porte-drapeau des valeurs républicaines, de la République et surtout de l'ordre. C'est ça dont il est question. Je rappelle, quand il a pris ses fonctions, il avait évoqué à 3 reprises le mot ordre, donc remettre de l'ordre. Donc il se voit effectivement ce donneur de leçons qui est prêt à affronter effectivement la rue française pour ses propres intérêts, puisqu'aujourd'hui il veut établir un rapport de force pour s'illustrer ou incarner cet homme salvateur, notamment de la Ve République, puisque beaucoup appellent à la chute de cette République pour fonder une 6e République. Donc c'est quelqu'un qui ne comprend que le langage effectivement de la violence, de la confrontation, encore loin des principes politiques vertueux qui sont l'écoute, le dialogue social, l'inclusion notamment des citoyens dans l'équation citoyenne et l'équation politique. Donc il s'adonne à cœur joie aujourd'hui, effectivement, et vous l'avez évoqué dans votre reportage avec ces véhicules Centaure, appelés Centaure, c'est des véhicules à 700 000 € pièce. C'est pour vous dire qu'effectivement, qu'ils sont plus, je dirais, construits, fabriqués pour des terrains de guerre et non pas pour des terrains de manifestation. Les citoyens viennent tout simplement exprimer leur désarroi, leur différend avec cette politique notamment austère, cette politique d'injustice sociale, d'injustice fiscale. Donc vous voyez bien que Bruno Retailleau aujourd'hui souffle sur les braises, comme il l'a fait d'ailleurs sur pas mal de dossiers, notamment y compris la crise diplomatique avec l'Algérie. Il pousse la France vers l'embrasement, il pousse la France vers la segmentation, vers la confrontation, vers
scinder la France en deux. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard qu'effectivement, nous avons constaté cette recrudescence du discours identitaire, du discours du racisme structurel notamment aujourd'hui qui galope notamment y compris dans les partis politiques qui se disent républicains, qui répondent la parole de des valeurs républicaines. Donc oui, Bruno Retailleau effectivement est, je dirais, avec son bâton de pèlerin, essaye d'affronter tant bien que mal effectivement la parole du peuple. Et vous savez, en règle générale, quand on a une confrontation avec le peuple, c'est souvent le peuple qui a le dernier mot. Donc cette violence illustre aussi également cette perte de cap, notamment de la classe politique, y compris Bruno Retailleau, qui, au lieu de effectivement travailler sur la cohésion nationale, au lieu de travailler effectivement, œuvrer pour la protection notamment des minorités, fait tout l'inverse aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il a en ligne de mire uniquement son calendrier, son agenda politique électoral, à savoir les élections municipales pour instaurer une certaine légitimité au parti politique Les Républicains, et 2027 pour le jalon présidentiel, pour se voir présidentiable et pourquoi pas, je dirais, prendre siège à l'Élysée. Très bien, Bédis, lorsqu'on parle de Bruno Retailleau, on parlera également de l'extrême droite. C'est-à-dire, en parlant de ces crises françaises, peuvent-elles être instrumentalisées par l'extrême droite et même par Bruno Retailleau pour stigmatiser la diaspora, et quels en seraient peut-être les dangers? Non, écoutez, vous savez, c'est connu. C'est connu et reconnu qu'effectivement, en cas de crise sociale, de crise de précarité, notamment économique et autres, c'est toujours la faute à l'étranger. Et je pense que effectivement, ce discours d'opposition de France notamment envers les étrangers ne date pas d'hier. Effectivement, aujourd'hui, cette crise latente politique singulière que connaît la France a accentué, je dirais, le glissement vers l'inconnu, le glissement justement vers la confrontation des sociétés et surtout la mise en exergue et la prise pour cible des minorités. Donc les minorités aujourd'hui sont cataloguées plus que jamais, pour la bonne et simple raison aussi qu'on a, je dirais, légitimé d'une certaine façon, directement ou indirectement, le racisme. Nous avons digitalisé et par voie de conséquence libéré la parole islamophobe, la parole raciste, la parole xénophobe, tout bonnement, et portée par effectivement des partis politiques, encore une fois, que l'extrême droite, le Rassemblement national, je dirais, et dans cette démarche, cela va de soi, c'est compréhensible. C'est contestable, mais c'est compréhensible puisque c'est l'idéologie elle-même fondatrice de ce parti, et que d'autres partis politiques se disant de droite, du centre, qui commencent à pêcher dans ces eaux pourpres pour justement essayer de faire du bricolage électoral, cela est bien évidemment condamnable puisque cela revendique effectivement aujourd'hui cette crise politique, de classe politique, dans laquelle il n'y a plus de clivage gauche-droite, mais plutôt une course à l'intérêt politique, à l'intérêt individuel, collectif, celui des partis, à savoir les échéances et les calendriers électoraux. Donc, effectivement, la minorité, et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, la légitimité d'un État se mesure à sa capacité de protéger ses minorités. Aujourd'hui, je pense que l'image de la France est fragilisée de ce point de vue-là, puisqu'encore une fois, nous pouvons évoquer effectivement l'islamophobie, le racisme, nous pouvons évoquer effectivement aussi l'algérophobie, la musulmanophobie, effectivement, qui aujourd'hui ont atteint un degré sans précédent. Et je pense que je rebondis sur le dernier sondage IFOP commandé par la Grande Mosquée de Paris, qui est, lui, éloquent et sont très tangibles, avec des chiffres à l'appui qui illustrent bien le malaise collectif que connaît aujourd'hui la France, mais surtout aussi le prise pour cible notamment des musulmans et y compris entre parenthèses les Algériens. À ce propos, et selon vous, peut-être quelles devraient être les mesures concrètes, des mesures concrètes qui devraient être prises par les autorités, notamment françaises, pour éviter que la communauté maghrébine, notamment algérienne, ne devienne un bouc émissaire? Écoutez, je dirais revenir à la raison, revenir à la sagesse, revenir au dialogue social, au dialogue inclusif, revenir à la représentativité des minorités y compris, à leur écoute, à leur protection, encore une fois, à la réconciliation notamment et la cohésion nationale portée par des gens légitimes, crédibles, je dirais, qui joignent les actes aux paroles et non pas en fait avec une idéologie extrémiste, une idéologie d'intérêt clanique et despotique, et aussi par peut-être plus globalement par une solution de réinvention notamment du modèle politique français aujourd'hui,
dans lequel il y a effectivement ce rapport de respect mutuel entre le gouvernant et le gouverné, cette écoute stratégique, cet apport notamment de la société civile, notamment, y compris aussi sa diversité, et surtout faire face à cette adversité aujourd'hui que la France fait face et qui a du mal, ma foi, il faut reconnaître, à outrepasser. Et donc, je dirais, réinventer un nouveau modèle social, politique notamment, qui s'appuie encore une fois sur du pragmatisme, qui s'appuie aussi sur les mutations sociales, sociétales, sociologiques, politiques, y compris et même économiques de la France aujourd'hui, où on considérera que la communauté nationale établie à l'étranger, à titre d'exemple en France, qui est d'ailleurs la première communauté la plus importante maghrébine et africaine, qu'elle est un pont, elle est une passerelle pour consolider effectivement, pour être un levier effectivement de développement, puisqu'elle le fait déjà. Hein. Je rappelle que notre communauté est quantitativement et qualitativement la plus importante. Elle contribue à l'essor notamment de l'économie française. Elle contribue aussi à être le soft power algérien. Et l'exiler aujourd'hui, la marginaliser est une solution aux antipodes, en tout cas, de ce que pourrait être justement cette valeur ajoutée de notre communauté. Très bien. Quelles leçons la diaspora peut-elle tirer pour se protéger face aux politiques de rigueur et aux discours populistes aujourd'hui en France? Écoutez, vous savez, la communauté nationale n'a pas attendu cette crise pour effectivement penser ou repenser effectivement son approche, tant sur la synergie de cette diaspora, tant sur la vision et le cap de cette diaspora, à savoir créer des leviers de développement entre les deux rives, et surtout aussi garder en ligne de mire nos origines, garder en ligne de mire la mère patrie et lui rendre effectivement ce dû, cette dette notamment, cette dette morale, cette dette sociale et sociétale. Et je pense qu'aujourd'hui, cela est illustré par effectivement une recrudescence, ou en tout cas une demande beaucoup plus importante à développer et à structurer cette diaspora, à l'encadrer, à lui donner un cap commun, lui donner un cap collectif. Je pense qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, c'est un défi. Oui, c'est vrai, effectivement, la diaspora algérienne fait face effectivement à une période très pénible, une période très incertaine, avec beaucoup d'inquiétudes, hein, puisque je rappelle que la crise diplomatique entre les deux pays n'a pas facilité, effectivement, n'a pas arrangé les choses, puisque beaucoup aujourd'hui d'Algériens sont pris pour cible, sont catalogués au sein des préfectures, pour leur trouver des arguments parfois fallacieux, pernicieux pour ne pas renouveler leur titre de séjour, alors qu'ils sont là depuis des années et qui contribuent effectivement à la richesse de la France. Sauf que cette crise peut être aussi une opportunité pour notre diaspora pour avoir un sursaut citoyen, un sursaut républicain, un sursaut pour, je dirais, mieux s'attarder sur ce qui nous, je dirais, unit que ce qui nous diverge, ce qui nous différencie, ce qui nous, je dirais, pousse effectivement aujourd'hui à de moins en moins à créer des synergies. Donc je pense qu'aujourd'hui, avec beaucoup d'initiatives, hein, j'ai rencontré pas mal d'acteurs, notamment de la société civile, y compris des institutions qui œuvrent effectivement sans condescendance, sans paternalisme, à vouloir effectivement peut-être profiter de cette opportunité pour créer une dynamique positive et surtout aussi faire de notre diaspora un vrai levier économique, social, sociétal, politique et diplomatique aussi dans cette équation, ma foi, à laquelle la France en tout cas a le destin entre ses mains. Et encore une fois, aujourd'hui, la solution, il y a deux solutions qui s'affrontent pour sortir de ce marasme. C'est où, effectivement, Emmanuel Macron et le Cornu daignent d'écouter leur propre peuple et effectivement, ils sortent de ce déni et vont vers une inclusion totale du citoyen, ou alors ils sont peut-être dans cette politique de fuite en avant et surtout cet entêtement, notamment idéologique pour certains, et conduiront la France vers l'embrasement, vers l'éclatement, vers peut-être aussi un point de non-retour, un point irréversible. Très bien, aujourd'hui, à travers ce mouvement, des voix s'élèvent pour demander le départ du Premier ministre ou du ministre Sébastien Lecornu, voire même du président Emmanuel Macron. Quelle est la signification politique de ces revendications? Un ras-le-bol tout simplement. C'est une démission politique dans laquelle effectivement la classe politique, et d'ailleurs c'est pas un hasard que l'abstention aux élections a pris un pas phénoménal, exponentiel notamment, même si cela est une tendance peut-être mondiale, mais aujourd'hui elle est beaucoup plus accentuée en France, ce qui illustre, ce qui incarne et ce qui traduit un ras-le-bol citoyen par ce vote parfois sanction qui est au profit
du Rassemblement national et des extrêmes, ou alors tout simplement une abstention totale pour dire effectivement nous ne sommes pas contents de cette politique, y compris cette politique d'austérité aujourd'hui qui a fait fi, je dis bien, aux attentes, aux demandes, notamment des citoyens français. Donc le Cornu, effectivement, à peine nommé, a été déjà décrié, puisque les pourparlers de façade, notamment les postulats de dialogue, trompent personne, et je pense que la classe politique, dans sa majorité, y compris parfois même de la droite, ont compris qu'effectivement, c'est un effet placebo, effectivement, politique, alors que les Français souhaitent véritablement un dialogue sérieux, un dialogue inclusif, dans lequel, effectivement, s'inscrivent non seulement leurs attentes, mais aussi ils s'illustrent par un gouvernement représentatif. Alors, il s'avère qu'effectivement, en nommant le Cornu, c'est qu'il y a un continuum de cette politique d'Emmanuel Macron, qui est une politique, je dirais, d'hyper-présidentialité, qui fait fi effectivement, encore une fois, à la verticalité citoyenne, à l'apport du citoyen. Et puis, vous avez évoqué effectivement cette demande de démission. Soyons pragmatiques, hein, soyons lucides. La démission de Macron est une hypothèse marginale pour la bonne et simple raison que la Constitution verrouille ce type d'action et protège les présidents dans ces cas de figure. Donc, je pense qu'Emmanuel Macron va continuer, ne serait-ce qu'à titre personnel et dans son profil, je dirais, psychologique, continuera, bon gré mal gré, vent debout, parfois même peut-être, pourquoi pas, et je le crains, à continuer une politique d'affrontement, une politique aussi du chaos, puisqu'on n'exclut pas effectivement que la dissolution du Parlement est peut-être envisageable. C'est pour vous dire qu'effectivement, c'est pour un peu redistribuer les cartes et créer davantage le chaos et l'affrontement entre deux France qui sont déjà scindées depuis... Mais Bédis, en parlant de ces revendications, sont-elles réalistes dans le contexte actuel? Écoutez, la France de tout temps a vécu au-dessus de ses moyens. D'accord, c'est une dette abyssale aujourd'hui. Le quoi qu'il en coûte finalement a un coût, a un prix. Et puis vous avez aussi un discours politique qui ne contribue pas à la cohésion nationale, la consolidation justement des sociétés, de la société française, pour ne faire qu'un. Donc aujourd'hui, effectivement, cette politique, vraiment, je dirais, affronte ne serait-ce que les conséquences de ses propres choix, des mauvais choix. Et donc, les Français aujourd'hui ne souhaitent pas jouer le jeu, ne souhaitent pas faire l'effort, comme par exemple les Allemands à l'époque de l'austérité, où ils ont fait fi de leur divergence pour effectivement outrepasser ces défis. Les Français, depuis longtemps, ressentent effectivement ce malaise, ressentent cette politique du déni, cette politique aussi d'occultation, ne serait-ce que de leurs attentes et de leurs demandes. L'attente, encore une fois, puisque c'est depuis des années dont il est question. Je rappelle les Gilets jaunes comme premier jalon d'affrontement post-élection d'Emmanuel Macron. Donc, c'est des attentes, effectivement, qui sont légitimes. Ce sont des attentes, ne serait-ce qui mettent au centre de l'action politique la dignité du citoyen français, les valeurs, notamment défendues, effectivement, dans le pacte social et politique revendiqué lui-même par Emmanuel Macron au lendemain de son élection, qui aujourd'hui, le citoyen français se retrouve démuni, mais se retrouve aussi désavoué, lâché, notamment en marge justement de l'équation politique française et la politique d'Emmanuel Macron. Donc c'est des demandes effectivement de plus de justice sociale, de plus de développement, d'emploi, du plein emploi, d'un rééquilibrage effectivement budgétaire qui se fait via une justice fiscale et non pas une injustice fiscale dans laquelle consiste à prendre les classes moyennes et les classes précaires pour aller ponctionner effectivement et équilibrer, alors que la France compte peut-être le taux le plus important de milliardaires au monde, et d'ailleurs des milliardaires qui ne payent pas d'impôts. C'est pour vous dire qu'effectivement cette injustice aujourd'hui a atteint un degré, un sommet de non-retour, effectivement dans lesquels les Français se voient aujourd'hui être un peu les émissaires effectivement de ce rééquilibrage. Et puis vous avez effectivement beaucoup plus globalement restauré les collectivités locales, les fameux comités citoyens, ou dans lesquels les citoyens se sont investis, mais se sont aussi écoutés, entendus pour élaborer les politiques locales, les politiques nationales à travers un Parlement légitime et crédible, et non pas un Parlement aujourd'hui désuète, un Parlement qui n'est pas du tout représentatif et surtout aussi ingouvernable. Donc vous voyez bien que je pense que l'équation politique est très complexe aujourd'hui, mais encore une fois, elle est la résultante de choix, de mauvais choix faits
par le passé, par une politique qui, encore une fois, qui est complètement inadaptée, comme j'expliquais, avec cette verticalité gaullienne qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, qui doit être réinventée. Le modèle de 1958 est je dirais, aux antipodes, effectivement, des attentes aujourd'hui, ou en tout cas de la réalité du terrain, la réalité politique, notamment de la France. Badis, merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Merci. إذا مشاهدينا نواصل هذا الموعد بأخبارنا الوطنية. إذا ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ترأس الأمس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن حسب ما جاء في بيان الرئاسة. الاجتماع جرى بمقر رئاسة الجمهورية وقد حضره كل من الوزير الأول